Alors, je m'appelle André Bercover. Je suis issu d'une famille modeste. On était 5 personnes. Mes parents, une sœur aînée, qui est toujours vivante d'ailleurs, actuellement. On a fêté ses 88 ans le 16 novembre dernier. Mon frère et moi. Sur ces 5 personnes, malheureusement, maintenant, il n'y a plus que moi qui reste, enfin, ma sœur et moi qui restons. Et ma mère, mon frère et moi avons été déportés. Alors, il se passe que c'est en juin 44, avec toutes ces lois de Vichy. Euh, on habitait près d'entre la porte de Bagnolet et la porte de Montreuil, dans un HLM, HBM à l'époque, habitation à Bon Marché. Et ça a été toutes ces lois de Vichy. Les Juifs n'avaient pas le droit d'aller dans les établissements publics. On n'avait pas le droit de sortir après 8 heures. Il y avait le couvre-feu jusqu'à 6 heures du matin. On n'avait pas le droit d'aller dans les squares, les cinémas, les salles de spectacle et autres. Et établissements publics, il s'est trouvé que début mai 44, mon frère, qui avait 19 ans à l'époque, est allé aux douches. Il est allé aux douches. Alors, douches, c'était des douches privées, mais quand même établissement public, puisque tout le monde pouvait y aller. Et il s'est trouvé qu'en sortant des douches, il y a 2 types de la police française qui l'ont cueilli. Alors, ça, certainement sur dénonciation, ça pouvait être que comme ça, je pense. Ils l'ont cueilli et ils l'ont emmené au commissariat de police de la place Gambetta dans le 20e arrondissement. Et on n'a pas su sur le coup, on l'a pas vu revenir. Et il s'est trouvé que mon frère avait un camarade de classe de l'école dont le père était agent de police. Et par lui, on a appris il était affecté justement à ce commissariat de la place Gambetta, et on a appris par lui justement que mon frère avait été arrêté. Alors à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on a fait? Mon père il dit allez, faut qu'on aille au commissariat, on va essayer de le faire sortir. Et il se trouve aussi que on habitait au 3e étage de cet immeuble d'HLM. Et il y avait au 5e étage, il y avait un flic également qui habitait au 5e et qui était affecté également à ce commissariat de la place Gambetta. Et l'autre, il n'était pas là quand on est arrivé, donc on est tombé sur ce voisin du 5e et on lui a dit, ben écoutez, votre fils est là, faut le faire sortir et tout ça. Oh, il dit, vous savez, il savait bien qu'il n'avait pas le droit d'aller aux douches. Moi, je peux rien faire, c'est bien fait pour lui, il n'avait qu'à pas aller aux douches. Alors voilà, ça s'est passé comme ça. Donc on n'a pas rien pu faire. Il est resté toute la journée dans ce commissariat. Et je ne sais plus si c'est le soir même ou le lendemain, ils l'ont transféré au dépôt du palais de justice, où il est resté 8 jours. Du dépôt du palais de justice, ensuite, il a été transféré au camp de Drancy. Au camp de Drancy, alors... À quelle date? À quelle date? Alors, ça devait être tout à fait début mai. Hein. Je ne sais pas la date exacte, j'ai jamais su exactement. Il est arrivé début mai dans ce camp de Drancy. C'est début mai 44. Donc, à partir du moment où ils arrêtaient un membre de la famille, ils recherchaient tous les autres membres de la famille. Et mon père dit, il faut pas qu'on reste à la maison, sinon on va venir nous chercher, puis ça va être pareil. Alors effectivement, où se cacher, où aller? Et il se trouve qu'on avait une tante dont le mari avait été déporté en 42, c'était un frère à mon père, son mari, et mon oncle avait été déporté en 42. Et c'est ma tante, qui est restée toujours là, dans cet appartement, qui habitait rue de Bagnolet, connaissait, enfin on lui avait fait connaître un membre de la préfecture de police qui, moyennant finance, avait retiré son fichier du fichier des Juifs, parce que vous savez qu'en 40, il fallait faire mettre le tampon juif sur les cartes d'identité, et il fallait porter l'étoile jaune, enfin il y avait toutes les lois de Vichy-Pétain. Racontez-moi ce qui a changé pour vous, enfin votre vie avant la guerre, et ce qui a changé pour vous à partir de 40. Alors à partir de 40, bien sûr, avec toutes les brimades dont les Juifs ont fait l'objet, c'est sûr que j'avais plus une vie normale comme les autres. Hein. J'allais à l'époque au lycée Voltaire, je faisais mes études au lycée Voltaire, où j'ai jamais eu de problème de propos antisémites et autres, hein, de la part des autres copains de classe.
Alors, mais par contre, on pouvait pas sortir, on pouvait pas aller au spectacle, au cinéma et autres. À l'âge que j'avais, c'était quand même quelque chose. Enfin, faut dire que moi, l'étoile jaune, ma mère voulait absolument que je la porte parce qu'elle avait peur que je me fasse arrêter. Mais des fois, souvent, je la cachais ou je la décousais et puis je mettais des épingles pour faire croire. D'ailleurs, même au lycée, je l'enlevais, je la mettais pas au lycée. Donc, j'avais quand même une vie qui n'était pas normale par rapport aux autres enfants de mon âge. Alors, bien sûr, les restrictions en plus, ça a été beaucoup. Ça a changé complètement mon système de vie. À partir de quel moment ça a basculé? À partir de quel moment votre système de vie a C'est complètement vraiment basculé? quand mon frère a été arrêté, hein, surtout. Hein. Jusqu'au moment, enfin, bien sûr, peut-être un peu avant. Je me souviens que avant que mon frère se fasse arrêter, une fois il y avait la police française qui a frappé à toutes les portes de l'immeuble, de notre escalier d'ailleurs, et c'était certainement pour vérifier si tout le monde était là, parce qu'on n'avait pas le droit de sortir après 8 heures, et ils contrôlaient pour voir tous les membres de la famille, savoir si tout le monde était au complet. Et bien sûr, avec toutes ces brimades qu'on avait comme ça me marquait, hein, c'est sûr. Et est-ce que vous vous souvenez de l'invasion allemande? De De l'invasion. l'arrivée des Allemands? Ah, absolument, ah, tout à fait. Je me souviens en 39, enfin en 40 plutôt, début juillet 40. Je me souviens, j'étais dans la rue d'Avron avec ma mère, on faisait la queue à une boulangerie. Et d'un seul coup, il y a une femme qui nous arrive, elle dit, oui, les Allemands sont pas loin, ils vont bientôt arriver, il paraît que les Allemands sont pas loin. Et pendant qu'on faisait la queue, effectivement, on a vu les troupes allemandes qui rentraient dans la rue d'Avron, avec des chars, des blindés qui ont défilé dans la rue d'Avron. Et, alors on restait, bien sûr qu'ils n'étaient pas applaudis, hein. On pouvait que regarder, mais enfin ça faisait quand même un choc de voir ces armées étrangères qui envahissaient le sol. Et on savait pas l'avenir qui nous attendait, hein. On ne connaissait pas. Et vous aviez quel âge? J'avais 14 ans. J'avais 14 ans, j'avais presque 15 ans, puisque j'avais 14 ans quand j'étais arrêté, et ensuite j'ai eu mes 15 ans au camp, à Auschwitz. Donc en mai 44, votre frère est arrêté Oui. et vous cherchez à le faire sortir. Alors justement, on cherchait à se cacher, comme il recherchait tous les membres de la famille, et comme je vous ai dit, comme ma tante avait réussi à se faire retirer du fichier de la préfecture, on s'est dit on va aller chez elle, on risque pas de venir l'arrêter chez elle. Et c'est ce qu'on a fait. Alors on a pris un minimum d'affaires, on n'avait presque rien, c'était provisoire, on pensait. Et elle habitait rue de Bagnolet, à 1500 mètres de chez nous à peu près, elle habitait. Et donc on est arrivé chez elle et on est resté presque 2 mois chez elle. Et on n'avait pas de nouvelles de mon frère. On savait qu'il était à Drancy, mais on n'avait eu aucune nouvelle. Et il s'est trouvé que le 28 juin 44, il y a un nazi français qui s'appelait Philippe Henriot, qui était le chef de la propagande de Vichy, a été abattu par la résistance. Et ce jour-là, ça m'est resté cette date. Parce que mon père, justement, dit il faudrait peut-être aller chercher quelques affaires à la maison. On n'en a presque rien. On a juste emmené brosse à dents, enfin le nécessaire de toilette, mais sans plus. Donc, avec ma mère et moi, on est reparti à l'appartement pour chercher des affaires, ce 28 juin 44. Et on est reparti à cet appartement, et ma mère, alors, on a commencé à prendre quelques affaires, puis je dis, bon, bah, écoute, si tu as quelques courses à faire, je voudrais bien que tu ailles chercher le journal, voir ce qu'ils disent sur Philippe Henriot. Ma mère est descendue, donc, faire ses quelques courses et acheter le journal. Puis au bout de 10 minutes, on frappe à la porte, je pensais que c'était ma mère qui revenait. Qu'est-ce que je vois devant moi? Il y avait 2 types. Et il y avait un type, c'était un peu un gars de la Gestapo, c'était un Allemand de la Gestapo, et un autre, c'était un interdé qui faisait la police à Drancy, il était juif, hein, il faisait la police à Drancy. Et ils sont arrivés, ils m'ont fait rentrer dans la salle à manger, ils m'ont braqué sur une chaise, ils m'ont mis sur une chaise, ils m'ont braqué avec un pistolet, puis ils savaient que ma mère était là, puisque ils ont attendu. Ils ont attendu, et effectivement, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, on refrappe à la porte. Je voulais me lever bien sûr qu'ils m'ont empêché de me lever pour ouvrir la porte. C'est eux qui ont ouvert la porte. Ils ont cueilli tout de suite ma mère, et ils nous ont descendus tous les deux dans un camion qu'il y avait en bas de l'immeuble, et on est parti directement à Drancy. Et là, on a retrouvé mon frère. Alors voilà, on est arrivé donc à Drancy ce 28 juin 44. Vous pensez que on vous a dénoncé?
Ah, absolument, absolument. Il y avait énormément de délateurs pendant la guerre. Il y avait énormément de délateurs. Et là, on ne pouvait être que dénoncé parce que juste au moment où on est venu chercher des affaires chez nous, et ils savaient que ma mère en plus était là puisque ils ont attendu. Moi, ils m'ont braqué sur la chaise et ils ont attendu. Donc, ils savaient que ma mère allait revenir. Donc, il y avait quelque chose on a été dénoncé. C'est incontestable. Et vous saviez ce qui se passait à Drancy? Ah, on savait pas. Non, on savait pas trop ce qui se passait à Drancy. Quoique, il y en avait peut-être qui avaient peut-être c'était peut-être plus perméable au point de vue nouvelle que ce qu'on avait au camp, parce qu'au camp, on n'avait rien du tout. Mais on savait pas trop ce qu'il y avait à Drancy. Alors évidemment, une fois qu'on a retrouvé mon frère à Drancy, Drancy, par rapport au camp à Auschwitz, c'était le petit paradis par rapport au camp, hein, c'est sûr. Parce que bon, ils avaient quand même de la nourriture, ils avaient gardé leurs vêtements, ils avaient gardé leurs cheveux, ils étaient... Bon, il n'y avait pas les coups des pendaisons comme on assistait après. Ça a été... On est resté d'ailleurs sur Drancy même, je peux pas peux pas citer beaucoup de nouvelles parce que 2 jours après, le 30 juin 44, il y a des autobus qui sont arrivés à l'entrée du camp. Et là, on était 1200, ils nous ont tous embarqués dans les autobus. Je sais plus s'il y avait 15 ou 20 bus qui sont venus nous chercher. Ils ont rempli les autobus. C'était que la police française qui nous a embarqués. Il n'y avait pas d'Allemands à ce moment-là. S'ils avaient voulu, ils auraient pu en faire partir pas mal, échapper à la déportation. Mais non, les bus sont arrivés directement à la gare de Bobigny. Et à la gare de Bobigny, il y avait un immense convoi de wagons à bestiaux découverts qui nous attendait. Et là, on a été pris en main par la Feldgendarmerie, par les Allemands. Et on nous a fait rentrer dans ces wagons, à peu près à 80 par wagon. Alors je peux vous dire que 80 par wagon, alors c'était début juillet, fin juin 44, le 30 juin 44, mais même jusqu'au mois de juillet, il faisait des chaleurs caniculaires, un peu comme les chaleurs qu'on a eues l'année dernière ici. Et 80 par wagon, je peux vous dire qu'on étouffait littéralement. Alors bien sûr, il y avait des femmes, des enfants et des vieillards qui étaient dans ce wagon, et 80, il y avait la moitié, même pas la moitié qui pouvait s'asseoir, et l'autre moitié qui restait debout. Et on se relayait comme ça, bien sûr, parce qu'il fallait bien qu'on s'assoie à un moment donné. Et comme ça, on a fait un voyage pendant 3 jours et demi. On a fait un voyage jusqu'au camp de Auschwitz-Birkenau. Alors, je peux vous citer une anecdote, justement, durant ce voyage. Alors là, dans notre wagon, il y avait des vieillards, il y en a 2 qui sont devenus fous, qui balançaient tout ce qu'ils avaient dans leur poche, et ils poussaient des hurlements. Et je sais que même dans les wagons du convoi, il y a eu des morts, hein, qui ont été débarqués quand on est arrivé après à Auschwitz. Donc on est arrêté c'était à peu près impossible. Alors cette anecdote, c'est qu'au bout de quelques heures, le convoi est arrivé à Bar-le-Duc, mais il est sorti de la ville de Bar-le-Duc en race campagne. Il y avait des forêts qui étaient au loin, et d'un seul coup, le convoi s'est arrêté. Et on se demandait vraiment pourquoi ça s'est arrêté. Alors vous savez que dans les wagons à bestiaux, il y a 4 ouvertures, à chaque extrémité, en haut, il y a des petites ouvertures, bien sûr pour donner de l'air aux bestiaux quand ils sont... Et moi je ne l'ai pas vu, j'étais pas à côté de ces ouvertures, mais ceux qui étaient à côté ont tout vu. Ils sont aperçus, parce qu'avec la chaleur, il y en a 2 du wagon qui avaient essayé de scier le plancher du wagon pour s'évader. Enfin, pas dans notre wagon, dans le wagon à côté, on l'a su. Dans le wagon qui était juste à côté du nôtre. Et le convoi s'est arrêté, et ils ont ouvert le wagon, et ils ont fait descendre tout le monde du wagon. Ils les ont fait tous déshabiller, et ils ont dit, si vous dénoncez pas ce qu'on... Parce que ils s'en sont aperçus comme ça, parce que avec la chaleur qu'il faisait, il y avait un soleil splendide, il y en a un qui faisait le guet, il a passé la main au travers des barreaux du wagon, avec une glace, pour voir si la surveillance était effective ou non. Et avec le soleil et la réverbération sur le visage d'un feldgendarme, aussitôt il a fait arrêter donc le convoi, c'est comme ça que ça s'est passé. Alors donc ils ont fait remonter tout le monde dans le wagon, sauf les 2. Ils leur ont dit de courir au loin, il y avait des forêts au loin, ils leur ont dit de courir un peu, ils les ont abattus à coups de mitraillette, et ils ont remis les cadavres dans le wagon, et ils ont continué comme ça jusqu'à Birkenau, Auschwitz-Birkenau. Alors il se trouve, pendant ces 5 jours, c'était affreux, parce qu'on a eu une seule fois de l'eau, vers la fin seulement, donc on n'avait ni à boire, parce qu'en partant de Drancy, ils nous avaient donné plusieurs rations de nourriture et autres, mais comme on n'avait pas à boire, on n'arrivait même pas à manger finalement ce qu'ils nous avaient donné.
Et on a eu une seule fois de l'eau, et encore pas trop, au cours du voyage. Et on arrivait après, alors, dans ce camp de Birkenau, au bout de 3 jours et demi, on est descendu, ils ont ouvert les wagons, on est tous descendus. Alors là, presque dans tous les wagons, il y avait des cadavres qui étaient débarqués, parce que des gens qui étaient morts pendant le voyage, surtout parmi les vieillards. Et les enfants, non? Et des enfants, oui, il y avait certainement des enfants, j'ai pas pu contrôler, parce qu'il y avait, je sais pas combien de dizaines de wagons, ça comprenait. Donc on est descendu sur le quai de débarquement à Auschwitz, et d'un seul coup ils ont dit vous laissez toutes les affaires dans vos wagons parce que vous allez les récupérer après, vous en faites pas. Alors il y avait les SS qui étaient sur le quai bien sûr pour nous accueillir, avec des chiens qui étaient dressés pour mordre, c'était des vrais molosses, je me souviens toujours. Et ils ont dit bon vous laissez vos affaires et vous allez les récupérer après. Et il y avait donc des déportés qui étaient déjà dans ce camp avant nous, qui étaient là avec des charrettes pour récupérer toutes nos affaires. Mais c'était pas pour nous les rendre, nous on n'avait pas d'affaires puisqu'on a été embarqués sans rien du tout. Mais il y en a qui étaient raflés dans leur appartement, qui avaient emmené des valises et autres. Donc ils ont emmené tout sur les charrettes, alors, nous sur le quai. D'un seul coup, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. À partir de ce moment-là, donc ma mère s'est mise avec les femmes, bien sûr. Moi, je suis resté avec mon frère. Et je suis resté avec mon frère. Donc ma mère, je l'ai embrassée quand elle est partie avec les femmes. Puis je ne savais pas l'avenir, je ne savais pas ce qu'elle allait nous attendre. Et finalement, ma mère, elle a été gazée parce qu'elle était très fragile de santé, elle était inapte au travail, et tous ceux qui étaient inaptes au travail étaient gazés immédiatement. Donc j'ai quitté ma mère à ce moment-là, et moi je suis resté donc avec mon frère. Et d'un seul coup on dit, les plus de 16 ans d'un côté, et les moins de 16 ans de l'autre. J'avais 14 ans, mais je voulais rester avec mon frère, je me suis mis dans les plus de 16 ans. C'est pour ça que vous me voyez encore aujourd'hui. Parce que sinon j'aurais subi la même sort que ma mère. Parce qu'ils jugeaient que ceux qui avaient moins de 16 ans étaient inaptes au travail, donc à éliminer. Donc voilà comment ça s'est passé. Donc avec mon frère, donc avec les plus de 16 ans, une fois qu'ils avaient tout réglé, on nous a emmenés dans des presque au milieu du camp, il y avait des bâtiments en dur. Alors là, il y avait des internés qui étaient déjà là. On a commencé par nous raser, il fallait qu'on se déshabille complètement, à poil, on a désinfection, la douche, et on nous a rasé complètement, partout. Et ensuite, désinfection, on nous a tatoué seulement après le lendemain, je ne me rappelle plus si c'est le jour même ou le lendemain, on a eu droit au tatouage sur le bras. D'ailleurs, je pourrais vous montrer après le numéro. Vous pouvez nous le montrer? Vous pouvez nous le montrer maintenant? Oui, voilà. Voilà le numéro du matricule, 16 572, et je me souviens que mon frère avait le 16 574, parce que je me souviens qu'il y en a un qui s'était mis entre nous deux, et l'autre avait le 73. Et voilà, à partir de ce moment-là, on n'était plus des êtres humains, on était un numéro du bétail destiné à l'abattoir. Voilà comment ça s'est passé. Donc, on nous a tatoués, et on nous a donné ces fameux pyjamas rayés, les tenues de bagnard. Et dans ce camp de Birkenau, on n'est pas resté longtemps, on est resté 2 ou 3 jours, je crois. Et on est resté 2-3 jours, et on n'a pas travaillé là, on était en quarantaine en somme. Et vous avez une idée de la raison pour laquelle vous n'êtes pas resté longtemps à Birkenau? Pardon, excusez-moi. Vous avez une idée de la raison pour laquelle vous n'êtes pas resté longtemps? On ne savait pas, on se disait, on ne savait pas. D'ailleurs, ceux qui nous rasaient, on leur posait la question, mais comment que ça se passe ici? On leur posait la question. Oh, ils nous disaient, vous aurez bien le temps de le savoir, et vous ne voulez pas nous choquer, et donc nous paniquer. Ils nous disaient, vous aurez bien le temps de le savoir. Effectivement, le lendemain, on savait ce qui se passait, on savait qu'il y avait les chambres à gaz et les fours crématoires, et donc le secret n'est pas resté longtemps. Alors donc, au bout de 2-3 jours, on nous a rassemblés, et là, on nous a évacués sur le camp de Monowitz, qui était le camp d'extermination par le travail. C'était un camp qui se trouvait à 6-7 km du camp de Birkenau. Et là, on a fait le chemin à pied, et on est arrivé dans ce camp de Monowitz. C'est là où on nous a affectés à des baraquements, dans des blocs, ils appelaient ça des blocs. Et
Alors, j'étais pas avec mon frère était pas dans le même bloc que moi d'ailleurs. Et après, on nous affectait à des commandos, parce que c'était un camp de l'extermination par le travail, donc commando de travail. Alors, ils demandaient ceux qui étaient tailleurs, serruriers, les médecins ou autres. Alors bon, il y en a qui donnaient leur métier ou tailleur, mais en réalité, il y en a 95 ou 98% de ceux qui avaient même pas le métier qu'ils disaient, ils étaient affectés à des travaux de terrassement comme moi et mon frère. Alors donc mon frère, lui, était dans un autre commando également. Hein. Dans la journée qu'on allait travailler, on n'était pas ensemble. On se retrouvait uniquement le soir en rentrant du camp ou quand on rentrait du travail. Alors moi, j'étais dans un de ces baraquements. Alors le régime dans ce baraquement, réveil à 5 heures au son de la cloche. Alors on était dans des lits dans ces baraquements, il y avait des lits à trois niveaux. Alors c'était des lits qui avaient 60 cm de large, il y avait juste une paillasse et une couverture. Et donc on était à peu près 200 par baraque. Et donc le matin, réveil à 5 heures au son de la cloche. Alors si on n'était pas réveillé au pied du lit au son de la cloche, alors je peux dire que tous les jours on était réveillé à coups de matraque, Alors c'était des matraques, c'était des caoutchoucs qui faisaient à peu près 50-60 cm de long, mais c'était des caoutchoucs creux. Bon, alors ils nous tapaient, bien sûr ça faisait pas du bien, mais enfin... C'était rien à côté d'autres matraques. Donc, fallait qu'on soit au pied du lit. Et alors après, il y avait petit déjeuner. Alors, petit déjeuner, c'était une eau noirâtre, indéfinissable au goût. C'était chaud, par contre, c'était une eau chaude. C'était même pas de l'orge grillée. Je sais pas ce que c'était exactement. Le goût était affreux, mais enfin, c'était chaud. Et c'est la seule chose. Donc, on avalait ça. On avait un carré de pain noir comme du charbon qui faisait peut-être 150-200 grammes, avec un carré de margarine ou une rondelle de saucisson ou une cuillère de confiture, ça dépendait les jours. Et ça, c'était pour le matin et pour la journée. Sauf le soir où on avait une soupe plus consistante. Alors le soir, bien sûr, parce que comme on travaillait, il fallait qu'on meure pas de faim, quand même, il fallait qu'on puisse travailler. Alors ils nous donnaient une louche de soupe à peu près de 3/4 de litre, une soupe assez épaisse, et qu'on avalait. C'est la seule chose qui nous tenait au corps. C'est grâce à ça d'ailleurs qu'on a pu tenir tout du long du séjour. Et vous aviez une idée du but de ce travail de Alors terrassement? le travail, c'était du terrassement. Alors voilà, le camp de Monowitz s'était situé, on appelait ça Buna Monowitz, parce que ce camp était dépendant également d'un complexe chimique qui était géré par IG Farben Industrie. IG Farben Industrie en allemand, et c'est un complexe chimique. Alors, IG Farben, c'est un trust chimique qui est toujours en activité actuellement, hein, faut le préciser, hein, parce que même quand je suis allé à Auschwitz dimanche dernier, et on voit encore ça fume parce que ça marche jour et nuit, hein, ça fonctionne, et on voit encore les fumées qui fonctionnaient. Donc on travaillait donc pour cette firme de IG Farben dans ce camp. Alors, travaux de terrassement, on déchargeait des wagons de briques. Alors déjà, le camp, avant de partir au travail, faut vous dire, on va aller par ordre chronologique. On sortait donc, une fois qu'on avait avalé cette eau chaude noirâtre, on nous réunissait sur la place d'appel, et là, il fallait qu'ils nous comptaient, les SS nous comptaient. Alors on était au garde à vous, tous alignés par commando, au garde à vous. Alors ils étaient plusieurs dizaines à nous compter, parce qu'on était 12 000 dans le camp, hein, quand même, faut dire. Alors ils nous comptaient, et pour le soir, il fallait qu'ils retrouvent le même nombre d'internés qui rentraient, bien sûr. Alors, on sortait du camp, il y avait les SS, juste à la sortie du camp, il y avait les SS qui étaient de chaque côté. On était avec nos pyjamas rayés, bien sûr, et il y avait un orchestre de déportés qui jouait de la musique, des valses militaires, des polkas, des marches militaires. Et il fallait qu'on soit au garde à vous et on marchait au pas. On défilait devant les SS au son de la musique. On avait un béret, il fallait se découvrir devant les SS. Et on sortait comme ça du camp, et sur le site de Buna, qui se trouvait à peu près à 3 km du camp. Et sur ce site de Buna, il y avait également des STO qui travaillaient, il y avait des Allemands même aussi, des civils allemands qui venaient travailler sur ce site. Alors ce site de Buna était enterré de barbelés également, non électrifié bien sûr, mais ils venaient travailler et ils avaient des cartes spéciales pour pouvoir rentrer sur le site et pour pouvoir sortir, parce qu'il y en a qui avaient essayé de s'évader depuis ce site de Buna et ils ont été repris de toute façon.
Parce qu'il fallait qu'ils se découvrent aussi quand ils sortaient du site. Il fallait qu'ils se découvrent. Nous, on n'avait plus un millimètre de cheveux sur la tête. Donc, avec le numéro sur le bras, on aurait tout de suite été cueillis, puis le pyjama en plus. Donc, c'était pratiquement impossible. Alors voilà, on travaillait sur ce site de Bouna. Alors, je vous dis, du terrassement, on déchargeait des wagons de briques qu'on se passait 4 par 4. Je portais, avec l'âge que j'avais, je portais des sacs de 25 kilos de ciment sur le dos. On cassait des pierres, on remplissait des wagonnets avec les pierres qu'on avait cassées. On portait des rails. Tout ce qui était terrassement, c'était vraiment épuisant. Et comme ça, jusqu'à 6 heures du soir. On travaillait jusqu'à 6 heures. Et ma foi, le soir après, à 6 heures, alors on travaillait par tous les temps, même quand il y avait des gros orages, hein, on continuait à travailler. Et le soir, bon, à 6 heures, on rentrait au camp. Alors on rentrait, je peux vous dire que, enfin l'été moins, mais l'hiver, il y en a qui mouraient de froid, beaucoup dans les déportés, qui étaient morts sur le site de Bouna, qui mouraient. Et le soir, fallait qu'on ramène les morts au camp avec nous. Parce que quand on rentrait le soir au camp, on rentrait au son de la musique avec l'orchestre, pareil, comme à la sortie. On rentrait au son de la musique, et devant les SS, pareil, il fallait qu'on se découvre, et il fallait qu'on retourne sur la place d'appel, et pour qu'ils retrouvent le même nombre, il fallait qu'on mette les cadavres à côté de nous, ceux qui étaient morts, pour qu'ils trouvent le même nombre d'internés qu'au départ. Et voilà comment que ça se passait. Donc l'appel pouvait durer 1 heure, 2 heures, ça dépendait. Des fois, il y en a qui se trompaient, alors ils recommençaient à recompter. Alors c'était au garde à vous. Alors l'été, il y en a qui tombaient d'insolation parce qu'il n'y avait pas un brin d'ombre. Hein. C'est le temps de Birkenau, d'Auschwitz, c'était comme Birkenau, il n'y avait pas un arbre, rien du tout. Il y en a qui tombaient d'insolation. Puis l'hiver, alors c'était pareil. Et là, il y en a qui tombaient de froid également, parce que là-bas, c'est un climat continental, les hivers très froids, les étés très chauds. Et je peux vous dire que l'hiver, là-bas, les températures, c'était entre moins 15 et moins 25 degrés. Et vous vous êtes posé des questions sur cette musique? Pourquoi cette musique? Ah bah ça, c'était la barbarie pure et simple, tout simplement. D'ailleurs, à l'entrée du camp de Auschwitz, parce que Auschwitz, il y avait 3 camps. Il y a Auschwitz 1, Auschwitz 2, Auschwitz 3. Auschwitz 1, c'était une ancienne caserne polonaise qui avait été transformée ensuite en camp de concentration. Et dès l'avènement d'Hitler, enfin dès qu'il avait occupé la Pologne, il a transformé donc cette caserne en camp de concentration. Donc il y avait des juifs, des communistes, qui étaient internés dans ce camp. C'était Auschwitz 1. Alors c'était des bâtiments en dur qui sont en briques, qui existent toujours d'ailleurs, ils sont toujours debout. Et après Auschwitz 2, c'était Birkenau, le camp d'extermination par excellence, et Auschwitz 3, le camp d'extermination par le travail. Donc voilà comment que ça se passait. Automatiquement, qu'est-ce que je voulais dire, c'est Sur la musique. Quand on arrivait après donc une fois que la place de l'appel a été fait, alors il fallait qu'on rentre dans les baraques et il y avait la soupe du soir. Il y avait la soupe du soir. D'abord, la soupe du soir, comme je l'ai dit, il y avait cette fameuse louche, là. Alors, si on avait 1 millimètre de cheveux sur la tête, on n'avait pas droit à notre soupe. Fallait qu'on se fasse tondre, hein, parce que fallait rien avoir comme cheveux. Et non, il fallait qu'on soit aligné en plus. Alors, je peux vous dire que on nous alignait à coups de matraque. Pareil, alors le nombre de gifles et de coups de matraque que j'ai pu recevoir, c'était par centaines, hein, je peux vous dire. Mais alors pendant le travail aussi, quand on travaillait, on n'avait pas le droit de parler, on n'avait pas le droit de fumer et on n'avait pas le droit de s'asseoir. Et si on était surpris à fumer, à s'asseoir ou à parler, on avait le droit à 25 coups de matraque sur les reins. Alors il fallait pas se faire prendre. On marquait, quand on était sur le site de Bouna, j'ai réussi quand même à discuter avec des STO, parce qu'ils ne pouvaient pas être en permanence à côté de nous, hein, les gars, parce qu'on était surveillés. Alors, il y avait des SS, bien sûr, mais on les voyait même très peu, les SS, sur le camp, sur le site, parce que c'était surtout des capots. Parce que la hiérarchie, voilà, ils avaient formé des capots. La plupart, c'était des droits communs allemands. Et après, il y avait les forts arbitaires qu'ils appelaient des contremaîtres, qui nous surveillaient pendant le travail, bien sûr. Les capots également, bien sûr, avec des batraques. Et
il y avait au-dessus des capots, après il y avait le Lager-Altenster qu'ils appelaient, c'était le chef du camp. Alors lui c'était un droit commun allemand, c'était une armoire à glace, je me revois toujours sa tête, il avait la tête de Göring un petit peu d'ailleurs, c'était un type qui mesurait presque 2 mètres de haut. Et ce type-là, quand il y avait les 25 coups de matraque sur les reins, c'est lui qui donnait la sentence. Et automatiquement, il fallait qu'on assiste à ces sentences. Et je peux vous dire que j'ai assisté plusieurs fois, c'était quelque chose d'affreux à voir. Le gars qui était surpris, même où de temps en temps, les Anglais ou les Américains, ils venaient bombarder le site de Bouna, et soi-disant parce que le gars il avait volé un morceau de pain pendant une alerte ou autre chose. On n'a jamais su exactement les raisons pour lesquelles ils surprenaient les gars comme ça avec 25 coups de matraque, ou parler. Et alors, il prenait le gars, il y avait un billot qui était en arrondi comme ça, le gars il s'accroupissait sur ce billot, et c'était le commandant du camp, le droit commun, qui donnait la sentence. Il fallait qu'on soit tous autour, qu'on assiste à ces sentences. Le gars, il avait une matraque de 1,50 m de caoutchouc, d'1,50 m de long à peu près, avec un câble d'acier à l'intérieur. Alors je peux vous dire que au bout du 3e coup, le gars il avait déjà perdu connaissance, mais le gars il continuait à taper jusqu'aux 25 coups, et c'était quelque chose d'affreux à voir, en plein milieu quand il tapait, il y avait le sang qui pissait par les yeux, les oreilles, c'était quelque chose d'affreux. Surtout à l'âge que j'avais, ça m'a encore, je revois ça comme, c'était terrible. Donc voilà à peu près le parcours dans le camp. Alors, qu'on revenait du travail aussi, c'était irrégulier, mais enfin à peu près tous les 15 jours ou 3 semaines, il y avait des pendaisons. Alors on travaillait pas le dimanche, mais par contre le samedi, quand il y avait des pendaisons, on rentrait le midi. Alors on rentrait le midi du travail, et il fallait qu'on aille sur la place d'appel. Et qu'est-ce qu'on voyait sur la place d'appel quand on rentrait le midi, sur la première fois, on savait pas ce que c'était. Et qu'est-ce qu'on voyait? Il y avait 1, 2, 3 ou 4 potences qui étaient dressées en face nous. Et là, il y avait des pendaisons, ils pendaient 2, 3 ou 4 gars, et on ne connaissait jamais la raison exacte pour lesquelles ils les pendaient. Alors, il y avait des pendaisons, il y a les trappes qui s'ouvraient, les gars, devant les potences, il y avait l'orchestre qui était là, et ils pendaient les gars, on défilait devant les pendus au son de la musique. Vous voyez, jusqu'où le sadisme allait. Et c'était pas un hasard si ces pendaisons avaient lieu le samedi, non? Pardon. C'était pas par hasard qu'elles avaient lieu le samedi, ces pendaisons? Non, ils faisaient ça le samedi. C'était Le samedi, je sais pas pourquoi, j'en sais rien, mais c'était le samedi. C'était le samedi midi, quand on rentrait du travail. Alors on retournait pas au travail après, hein. Malgré tout, on restait au camp ce jour-là. Alors c'est quand même la première fois que j'ai vu une pendaison, ça m'a vraiment retourné. Une anecdote d'ailleurs, c'était pas dans la première pendaison, mais dans une de celles que j'ai vues, il y avait un gars qui avait été mal accroché, et quand la trappe s'est ouverte, il continuait à gigoter avec les pieds. Il y avait un SS qui arrivait, qui lui a tiré sur les jambes. Ça m'a resté encore, c'était affreux à voir. Et voilà à peu près. Alors donc je vous dis, avec mon frère, on est resté comme ça jusqu'au mois de janvier 45. C'était toujours le même programme. Voilà, rebolote à chaque fois. Combien de temps vous êtes resté dans ce camp alors? Je suis resté 7 mois. 7 mois. Et quand vous avez parlé à des STO, vous leur avez dit ce que... Alors, justement, j'avais réussi à trouver un STO français qui était sur le camp, et il nous disait, ah bah oui, nous on a nos baraquements qui sont à 3 km de là, et dit, quand le vent vient vers nos baraques, et dit la nuit, on peut même pas dormir parce qu'on ressent les odeurs de chair brûlée jusqu'à nos baraques. Et vous voyez, c'est la réflexion. Alors des fois avec des STO, il y en a qui nous donnaient un morceau de pain ou autre, c'est comme ça qu'on arrivait à s'en sortir un petit peu. Il y en a d'autres qui faisaient du troc aussi, qui voulaient quelque chose en échange, mais on n'avait rien à échanger finalement. Mais sinon, il fallait pas se faire prendre à discuter avec un STO ou autre, hein, je vous dis. Hein. Sinon on aurait eu le droit aux 25 coups de matraque. Hein. Et donc vous êtes resté jusqu'en janvier 45? Oui, sur janvier 45. Alors il s'est trouvé que bon, mon frère, lui, était... Quand je me suis fait arrêter, moi j'étais assez fragile. J'avais toujours 2-3 pulls sur moi, le cache-nez, béret, j'étais frileux et tout. Là, bon, on avait juste notre pyjama sur le dos, vous voyez, puis vous me voyez maintenant, j'ai réussi à tenir le coup. J'étais un petit mangeur, je mangeais pas grand-chose à la maison.
Mais mon frère, par contre, lui, il avait 19 ans, il avait 20 ans après, mais il avait 19 ans avant son arrestation. Et il mangeait bien, hein, c'était un gros mangeur, et en comparaison, il était plus privé que moi en nourriture, parce que même moi, qui étais petit mangeur, j'étais affamé en permanence. Et lui, encore plus. Et il a dépéri beaucoup plus vite que moi. Donc, il faisait des séjours, plusieurs séjours à l'infirmerie. Hein, alors, l'infirmerie, parce qu'on allait, alors l'infirmerie, il faut pas comparer avec ce qu'on a ici comme infirmerie, bien sûr, c'était plus que rudimentaire. D'ailleurs, les lits étaient bourrés de puces et de poux, hein, c'était les mêmes paillasses qu'on avait dans nos baraquements, d'ailleurs. Et au point de vue soins, c'était plus que rudimentaire. Il y avait une infirmerie. L'infirmerie, ça consistait, il y avait quelques pots de pommades différentes couleurs, on ne sait pas ce que c'était. Et si on avait des bobos, alors avec une spatule, ils nous mettaient un peu de pommade, sans pansement, rien du tout, et c'était uniquement les soins qu'on avait. Alors mon frère est resté comme ça à l'infirmerie plusieurs fois. Une première fois, il est resté 10 jours. Et une deuxième fois, il est resté plus de 15 jours, parce qu'il était vraiment en mal en point. Et il se trouvait que dans cette infirmerie, il fallait pas y rester trop longtemps. Parce que tous les 15 jours, ou des fois toutes les 3 semaines, c'était pas trop régulier, il y avait un major SS qui rentrait dans cette baraque de l'infirmerie, accompagné par des officiers SS. Et là, il y avait ce qu'on appelait la sélection. Alors, fallait qu'on se déshabille, hein, qu'on avait notre pyjama, et tout nu, fallait qu'on défile devant lui. Alors, il avait sa badine, et fallait qu'on tourne devant lui, comme le marché aux esclaves, un petit peu. Avec sa badine, il nous faisait tourner, et s'il jugeait qu'on était trop maigre, ou une tête qui lui plaisait pas, ou autre, il relevait le numéro sur le bras, et 2 ou 3 jours après, il y a les camions qui venaient de Birkenau, et tous ceux dont le numéro avait été relevé étaient embarqués à Birkenau et étaient gazés immédiatement. Et il s'est trouvé qu'une fois, je suis rentré le soir du travail, il y a ses camarades du baraquement qui m'ont dit, mais tu sais, ton frère, ils ont relevé le numéro de ton frère. J'étais complètement affolé, je savais le sort qui l'attendait, et il se trouvait que l'intendance du camp était tenue par des internés. Hein, et j'ai cavalé tout de suite dans ces baraquements de l'intendance, et j'ai été les voir, et je lui dis, mais il y a un numéro 16 574 sur vos livres. Et effectivement, on a retrouvé son numéro, et j'ai fait rayer son numéro. Et j'ai été voir mon frère tout de suite et je lui ai dit, écoute, hein, parce que dès que les camions arrivent le jour, tu vas te planquer dans les latrines. Alors les latrines, je ne dis pas, c'est un baraquement qui était 1,5 fois la longueur de nos blocs à peu près. Il y avait 50 trous d'un côté, 50 trous de l'autre, hein, c'était pour les besoins. Alors c'était l'odeur qu'il y avait là-dedans, c'était surtout l'été, c'était vraiment infect, on pouvait même pas... Il fallait vraiment se boucher le nez pour y rentrer. Et je peux vous dire que les SS n'y rentraient pas, ils avaient peur d'attraper des maladies. Et j'ai dit à mon frère, rentre là-dedans, les SS rentreront pas, et ça va te protéger. Ben, il n'y avait pas de contrôle finalement. C'est ce qu'il a fait. Et effectivement, ça l'a sauvé de la chambre à gaz. Malheureusement, c'est quelques mois après, il est pas revenu. Mais enfin, ça l'a prolongé de quelques mois seulement. Alors voilà un petit peu le parcours. Alors c'est comme ça le régime jusqu'au mois de janvier 45. Alors il se trouve qu'on est resté comme ça jusqu'au 18 janvier 45. On nous a réveillés à 5 heures comme d'habitude. Et là, au lieu de sortir pour prendre le café qu'on appelait, on nous a rien donné. Et puis, au bout de quelques heures, on nous donne 3 rations de pain, 3 rondelles de saucisson, et puis 2 carrés de margarine, et on nous dit de prendre nos couvertures. Et on nous dit de rester dans nos baraques. On nous a consignés dans nos baraques, et dans le début d'après-midi, on nous a fait sortir pour nous rassembler sur la place d'appel. Et donc sur la place d'appel, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais que mon frère était à l'infirmerie à ce moment-là. J'ai couru à l'infirmerie, mais mon frère a été d'impossibilité de marcher. Il était vraiment, il avait que les os et la peau sur lui, hein. Je sais pas si vous avez vu dans les documentaires ou les films, c'était un squelette vivant. Il pouvait pas marcher, rien du tout. Donc j'ai été le voir, je l'ai embrassé, je lui ai dit au revoir. Je m'en veux un peu d'ailleurs de pas être resté dans la baraque. Peut-être que je me serais fait descendre, hein, également, parce qu'ils ont abandonné tous les balades dans l'infirmerie. Alors je m'en veux un peu, je suis parti, je suis retourné sur la place d'appel.
Et là, ce 18 janvier, alors il y avait plus d'1 mètre de neige au sol. On entendait les canons du front, les troupes soviétiques n'étaient pas loin. C'est pour ça qu'ils nous évacuaient d'ailleurs, pour pas qu'on soit libérés. Vous saviez? Vous le saviez? Oui, on savait pas le sort qui nous attendait après, mais on savait pas où on allait. Hein. Alors donc, on savait que les troupes soviétiques, je vous dis, les canons se rapprochaient, on entendait, tous les jours c'était un peu plus fort. On va s'arrêter là parce qu'on va changer de cassette. Et là, on nous a même pas compté, hein, d'ailleurs. On nous a fait sortir du camp, alors c'est ce qu'on appelait la marche de la mort. On a marché toute la nuit, on est sorti du camp, on était escortés de chaque côté par les SS. La température était aux environs de moins 20 degrés, hein, je pense. On n'avait pas de thermomètre, mais le froid était terrible. Et je vous dis, il y avait pas loin d'1 mètre de neige. On a marché comme ça toute la nuit. Alors, toute la nuit, on entendait les coups de feu. Et tous ceux qui pouvaient pas suivre, qui étaient à l'arrière, ils ont été abattus systématiquement. Et ils prenaient les gars qui ont été abattus, ils les balançaient sur les bas-côtés dans la neige. Et nous, on continuait à marcher. Et pour pas tomber, on était 5 ou 6 côte à côte. On se donnait le bras pour pas tomber, justement, et avancer. Alors, on était réveillés depuis 5 heures. Les peu de rations qu'ils nous ont données au départ au sortir du camp, on était tellement affamés, on avait tout avalé d'un seul coup, c'est-à-dire qu'on n'avait plus rien à manger après, hein, ni à boire. Et je me souviens, des fois on se baissait pour prendre un peu de neige en guise de boisson, pour avaler un peu de neige. On a marché comme ça toute la nuit, et peut-être vers 5 heures ou 6 heures, il faisait bien nuit d'ailleurs, surtout là-bas, à cette heure-là, les nuits sont bien plus longues. On nous a arrêtés, on a vu un bâtiment en briques, et s'est trouvé que c'était une briqueterie désaffectée. Et là, ils nous ont arrêtés, ils nous ont fait descendre dans les sous-sols de ces briqueteries, et en gros, on était les uns sur les autres, tellement on était nombreux, et on pouvait pas tous loger côte à côte, bien sûr. Et là, on était couchés, affalés les uns sur les autres, et on est resté comme ça 3 heures ou 4 heures, jusqu'au petit jour. Alors, on est resté jusqu'au petit jour, et là, ils nous ont fait sortir de cette briqueterie, et on a marché comme ça, et on a regagné, on est passé par la ville de Gleiwitz. La ville de Gleiwitz, il y avait un camp de concentration qui avait été évacué quelques jours auparavant, avant qu'on passe. Et ils nous ont fait rentrer dans ce camp, en attendant. Et dans ce camp, on est resté 2 jours à peu près. Alors avant qu'on arrive de ce camp, on a traversé la ville de Gleiwitz, qui était tout animée, en pleine vie, hein, normale. Alors bien sûr, il y avait les Allemands qui étaient civils, qui étaient de chaque côté, qui nous regardaient passer. On était dans un état pitoyable, on n'avait pas mangé ni bu, rien du tout. Et il y en a qui pleuraient, j'en ai vu qui pleuraient, qui avaient les larmes aux yeux. Puis il y en a d'autres qui rigolaient. Il y avait même des petits jeunes qui étaient habillés en aviateur avec le poignard. Je me souviens, c'était des jeunesses hitlériennes. Ils avaient le brassard à croix gammée et ils rigolaient bien en nous voyant passer. Je me rappelle toujours de ça. Alors la ville était en pleine vie, était tout animée quand on est passé. Alors quand on est sorti de la ville de Gleiwitz, et là on est rentré dans ce camp, on a passé 2 nuits dans ce camp. Et au bout de 2 nuits, alors là on nous a fait sortir. Alors on n'a eu ni à boire ni à manger, hein, on n'avait rien eu. On nous a fait sortir de ce camp, alors à coup de matraque, j'ai réussi. Alors ils avaient des matraques de 1,50 m, les grandes matraques, ils étaient de chaque côté, puis ils tabassaient sans arrêt, et j'ai échappé à ces coups de matraque, je suis passé entre deux. Je sais pas comment j'ai fait, j'ai eu un coup de peau terrible. Ceux qui en ont reçu, je peux vous dire qu'ils étaient bien esquintés. Et on a marché comme ça, en dehors de la ville, jusqu'à une voie ferrée, où il y avait tout un convoi de wagons découverts, des wagons à bestiaux découverts, ou pour le transport de charbon, enfin peu importe. Et là, on nous a fait rentrer à coups de matraque dans ces wagons, alors à coups de matraque, mais pour nous resserrer, on pouvait pas faire le moindre geste tellement on était serré, hein. On était à peu près 150 par wagon, facile. Impossible de bouger. Et je peux vous dire que même dans le wagon où j'étais, il y a 2 gars qui sont morts, hein, et on était tellement serrés qu'ils pouvaient pas tomber. Ils étaient entre nous, comme ça, debout et morts. Et on a roulé comme ça, toute une partie de l'après-midi et toute la nuit. Heureusement, il roulait pas trop vite, le convoi, mais avec la température qu'il faisait dehors, je peux vous dire que c'était vraiment glacial, hein. Et comme ça, jusqu'au lendemain dans l'après-midi, en race campagne, dans un endroit désertique, le convoi s'arrête et ils ont fait descendre toute une partie du convoi.
dont j'ai fait partie moi également. Je suis descendu de ce convoi. Et j'ai appris, après avoir été rapatrié, que le restant du convoi était parti sur le camp de Buchenwald. Nous, en ce qui nous concernait, on est descendu donc de ces wagons et on a marché. Alors, je vous dis, il y avait de la neige en pagaille. On a marché, et au bout peut-être trois quarts d'heure de marche comme ça, on entend Deutsche Reich zurück. Et Deutsche Reich zurück, les Deutsche Reich, c'était les droits communs allemands qu'ils appelaient comme ça. Alors les droits communs allemands, Deutsche Reich zurück, ça voulait dire les droits communs, enfin Deutsche Reich à l'arrière. Ils sont tous sortis du rang. Et ils sont partis à l'arrière. Et là, j'ai dit, tiens, ça sent le roussi. Effectivement, on a continué à marcher. Et d'un seul coup, qu'est-ce qu'on a vu? Les SS qui nous escortaient de chaque côté sont passés tous du côté gauche. Et sont revenus avec les fameux Deutsche Reich, avec les droits communs allemands, avec des fusils mitrailleurs sur l'épaule. Et on s'est dit, bon, bah, ça y est, là, on sait ce qui nous attend. Alors, on a marché, et d'un seul coup, on a entendu les premiers coups de feu. Et heureusement, ils ont commencé à tirer en début de file, au début de la colonne, qui était très longue, hein. Ils ont commencé à tirer. Et dès qu'on a entendu, alors, on avait la forêt qui était à 10 ou 15 mètres à peu près. Et dès qu'on a entendu les premiers coups de feu, on a tous couru vers la forêt. Alors, je peux vous dire que les chaussures qu'on avait, c'était des semelles de bois rigides avec une tige en toile clouée dessus qui nous esquintait les pieds plutôt qu'autre chose. Et je pouvais pas courir avec des chaussures comme ça. J'ai enlevé mes chaussures. Alors, les couvertures qu'on avait, on les a balancées dans la forêt, bien sûr, pour courir. Et les chaussures, c'est ce que j'ai fait. J'ai retiré donc mes chaussures. J'ai couru nu-pied dans la neige comme ça. Alors, je vais vous dire que j'avais les balles qui me sifflaient au-dessus de moi, sur les côtés. Les gars qui tombaient comme des mouches. J'ai échappé comme par miracle à cette mitraillade. Et d'un seul coup, il y avait un groupe de 5-6 gars qui allaient en travers de la forêt, qui partaient. Je voulais les suivre. Ils n'ont pas voulu que je les suive. Ils m'ont repoussé. Et à un moment donné, j'ai dit, tiens, je vais faire le mort. Je voulais me faire le mort et me coucher, puis faire le mort. Et puis j'ai dit, non, je vais courir. J'ai su après que ceux qui étaient au sol, les SS sont passés dans la forêt et puis ils ont tous donné le coup de grâce, qu'ils soient blessés ou morts, ils donnaient le coup de grâce. Alors vous voyez, j'aurais fait le mort, ça aurait été pareil. Et c'est pareil, donc ces gars-là. Alors j'ai couru dans la forêt et quand on est descendu de ces wagons jusqu'à temps qu'ils nous mitraillent, on avait traversé un hameau où j'ai vu il y avait quelques maisons et j'ai dit tiens, faut que je retrouve une maison pour essayer de voir me réfugier quelque part. Donc j'ai couru en biais, en sens inverse, dans la forêt. Et alors j'avais mon pied qui était en sang, bien sûr. J'ai couru pendant, je sais pas, une demi-heure, trois quarts d'heure. Je suis incapable de vous dire, je n'avais pas de montre. Hein. Et effectivement, je suis retombé sur un hameau. Alors je sais pas si c'était le même qu'au départ, mais je suis tombé sur un hameau. Et là, qu'est-ce que je vois? Je suis tombé, il y avait une ferme. Il y avait une grande cour de cette ferme. Je suis rentré dans cette cour. Et qu'est-ce que je vois au milieu de cette cour? Il y avait une caisse qui était un peu longue comme ça, à peu près, oui, haute comme ça, qui était sur 4 pieds, en bois comme ça. Et il y avait une porte. Alors, je suis rentré dans cette cour et j'ouvre la porte de la caisse. Il y avait des poules qui étaient à l'intérieur. J'ai fait sortir toutes les poules de la caisse. Je me suis recroquevillé, je suis rentré dans la caisse et j'ai attendu. Et je peux vous dire qu'on entendait toujours la mitraillade, hein, ça continue à mitrailler. Donc j'ai attendu comme ça dans la caisse. Puis je me demandais ce qu'il disait, bon, on verra bien. Et ça fait du bruit, bien sûr, quand j'ai entendu les paysans, c'est des paysans polonais. Je suis tombé chez des Polonais parce que dans ce hameau, il y avait aussi bien des Allemands que des Polonais. On n'était pas loin de la frontière polono-allemande. Alors je ne savais pas c'est qui j'allais tomber. Effectivement, j'entends du bruit, je dis ça y est, les SS qui m'ont repéré, je suis cuit, non. Le gars, il ouvre la caisse, et ouais, il a vu les poules qui se baladaient dans la cour, et il a ouvert la caisse, et puis il m'a vu, il voulait me faire sortir, j'ai refusé. J'ai refusé de sortir, il a refermé la caisse. Et puis au bout de 10 minutes, un quart d'heure, il est revenu avec un bol de soupe et un morceau de pain. Mais avec tout ce que j'avais, les événements précédents, j'ai rien pu avaler, bien que j'étais affamé, on n'a rien mangé ni bu depuis plusieurs jours. J'ai rien pu prendre. J'ai laissé sa soupe et puis le morceau de pain dans la caisse, j'ai resté comme ça. Et dès la tombée de la nuit, il est venu me voir, il m'a fait sortir de la caisse, il m'a apporté encore un morceau de pain et il m'a caché dans une grange sous la paille.
Alors même sous la paille, avec moins 20, moins 25 dehors, je peux vous dire que c'est glacial. Hein. Et j'avais mon pied complètement en sang qui était enflé, et j'avais l'autre pied, surtout le pied gauche qui était plus atteint que l'autre, je pouvais plus marcher pratiquement. Donc j'ai passé toute la nuit sous la paille dans cette grange, et jusqu'au lendemain matin. Alors après, les coups de feu se sont espacés. Et justement, les 4 gars que je voulais suivre, comme je vous ai dit, qui voulaient pas que je les suive, dans ce hameau, ils se sont réfugiés dans l'école du hameau. Il y avait une petite école. Ils se sont réfugiés dans cette école. Et les paysans polonais m'ont dit que les SS ont fait une virée dans cette école le lendemain. Et ils les ont trouvés, ils les ont tous abattus. Je les aurais suivis, vous voyez, le sort, ça a un grand coup de chance, parce que évidemment, la vie, elle tient à beaucoup de veines. Hein. C'est comme ça que je m'en suis sorti. Alors je suis resté comme ça chez ces paysans polonais jusqu'au lendemain. Après, ils m'ont quand même fait rentrer chez eux. J'ai mangé, ils m'ont donné la nourriture. Et ils m'ont dit, non, il paraît que les SS sont encore dans les parages, il faudrait mieux partir. Je voulais pas qu'ils se fassent fusiller à cause de moi. Je suis sorti de chez eux, bien que je marchais en clopinant. J'ai marché jusqu'à l'orée de la forêt, je me suis assoupi au pied d'un sapin et j'ai attendu. Et j'ai attendu, puis au bout de peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure, j'en sais rien, j'en avais marre, j'ai dit qu'un, je retourne à la ferme. J'ai refait le chemin en sens inverse, et je ne sais pas, j'ai dû peut-être m'évanouir parce que je me suis réveillé dans un lit chez eux. Ils m'avaient mis dans un lit, ah oui, j'ai dû perdre connaissance certainement. Et donc je me suis retrouvé dans le lit, et à partir de ce moment-là, bon ben ils m'ont pris. Alors la première chose que j'ai fait quand je suis arrivé chez eux, je leur ai demandé de brûler mon pyjama, bien sûr, et de me donner des habits civils. Alors ils m'ont donné des vieilles loques qui m'allaient pas, bien sûr, mais j'ai endossé quand même, j'avais des habits civils. Et je suis resté à peu près 8 jours chez eux avant que les troupes soviétiques arrivent. Alors ils m'ont donné, ils me nourrissaient comme eux, hein, j'avais la même portion, la même ration qu'eux, mais j'étais tellement affamé que j'aurais mangé 4 fois ce qu'ils me donnent. Et finalement, j'osais pas réclamer, donc je mangeais ce qu'ils me donnaient. Hein. Et quand les troupes soviétiques sont arrivées, alors là, je dis au bout de 8 jours, là, les premiers qui sont arrivés, c'était les blindés. Si je me rappelle, le soir, il était assez tard d'ailleurs, ils ont frappé à la porte et ils ont demandé à être hébergés pour la nuit. Et c'était des blindés qui sont arrivés, là, ils étaient tout harnachés en blanc, avec leurs mitraillettes. Et il y avait les chars aussi qu'ils avaient mis un peu plus loin sur la route. Et on entendait les canons du front, alors il y avait des batailles aériennes, hein, parce qu'on était aux premières lignes du front. Alors quand les troupes, ils sont arrivés, mais ils se sont pas occupés de moi vraiment, les blindés. Et 3 jours après, c'est l'infanterie qui est arrivée. Alors là, ils m'ont pris complètement en charge. Les paysans polonais de la ferme, ils les ont évacués à l'arrière. Et moi, ils m'ont pris complètement en charge, ils m'ont gardé avec eux. Alors, ils m'ont gardé avec eux, ils m'ont donné des habits militaires. J'avais la veste, le chapka que j'ai ramené, j'ai toujours chez moi d'ailleurs, c'est le seul souvenir que j'ai pu ramener. Le pantalon, la veste rembourrée, comme ça. Et ils m'ont donné à manger comme l'armée, hein, comme les troupes. Alors là, j'ai mangé beaucoup trop, bien sûr, comme j'avais l'estomac rétréci avec toutes les restrictions. J'aurais pas dû faire ça parce que je suis revenu, bien sûr, avec ulcère d'estomac. J'avais l'estomac dilaté, hein, rétréci plutôt, et ça m'a pas réussi. Enfin, voilà à peu près. Donc, je suis resté avec les troupes soviétiques. Ils m'ont pris en charge parce qu'ils avaient beaucoup dans leurs soldats, ils avaient beaucoup de soldats qui avaient les pieds gelés comme moi. J'avais eu les 2 pieds gelés, hein, en courant dans la neige comme ça. Alors ils m'ont donné des soins, ils avaient des bains spéciaux, ils m'ont donné avec des pansements et autres. J'ai réussi à marcher tant bien que mal, tout en boitant. J'ai réussi quand même à marcher. Alors je suis resté avec ces troupes soviétiques à peu près aussi une dizaine de jours avec eux, jusqu'à ce temps qu'ils me transfèrent à l'arrière également. Alors ils m'ont transféré soit dans un camion, on a été dans un village à, je sais pas, peut-être 15 ou 20 kilomètres de là. Ils m'ont transféré dans des villages qu'ils avaient réquisitionnés auparavant qu'ils avaient transformés en infirmerie pour leurs troupes, pour leurs blessés. Et donc ils m'ont mis dans un de ces villages où ils ont continué à me soigner d'ailleurs. Et j'ai fait 2 villages comme ça qu'ils avaient réquisitionnés. Et après ils m'ont transféré, ils m'ont remis sur un camion.
et ils m'ont emmené sur la ville de Glévitz. Alors à Glévitz, ils avaient réquisitionné le lycée de la ville pour mettre qu'ils avaient transformé en hôpital. Alors la ville de Glévitz que j'avais traversée, tout animée quand on avait évacué le camp, quand j'ai traversé la ville avec eux, la ville était rasée pratiquement. Il y avait des chars au milieu des rues qui étaient complètement abandonnés, des canons qui étaient... Alors je me suis réjoui un petit peu, je dis, c'était un petit peu leur tour maintenant. Donc on est arrivé, et le lycée de la ville a été épargné, et c'est pour ça qu'ils ont réussi à réquisitionner ce lycée. Alors là, ils ont continué à me soigner. Alors dans les troupes soviétiques, c'est surtout des femmes qui s'occupent du médical, hein, et ça, elles m'ont pris complètement en charge. Et finalement, mon pied s'est quand même amélioré, hein, mais c'était pas ça. Donc, je suis resté à peu près un mois dans cette ville de Glévitz. Et ils avaient réquisitionné les troupes allemandes, les prisonniers allemands, et les civils de la ville aussi, pour leur servir de domestiques, l'entretien de l'hôpital. Je leur savais. Donc, je lui dis, je suis resté à peu près un mois et là, ils m'ont refait monter dans un camion, et on est parti sur la ville de Katowice. Alors, la ville de Katowice, je sais plus combien de kilomètres que ça faisait de Glévitz exactement. Et la ville... Excusez-moi, parce qu'il y a un moment où vous êtes avec les troupes russes à l'infirmerie, soigné par les femmes. Oui, dans l'hôpital de... Là, je peux... en fait, je suis plus dans le micro. Donc à l'infirmerie. Oui, alors donc après, j'étais à l'hôpital de Glévitz, c'est ça que... Et donc là, on m'a retransféré à Katowice. Il y avait un centre de rapatriement qui était aussi bien pour les anciens déportés que pour des STO qui étaient là. Alors on est arrivé à Katowice, je suis resté 3 jours dans ce centre de rapatriement, on nous a rassemblés. Et là, au bout de 3 jours, on a pris le train, ils nous ont mis dans des wagons, et on est parti sur Odessa. Alors à Odessa, on est resté aussi 4 jours à peu près, parce que je me rappelle, le 1er mai 45, j'étais à Odessa, il faisait très chaud. Et il y avait on a attendu, et je crois que c'était vers le 3 ou le 4 mai 45, on nous a fait sortir, on nous a ramenés sur le port d'Odessa, et là il y avait un navire néo-zélandais qui nous attendait, on a embarqué sur ce navire, et on a fait 5 jours et demi de traversée jusqu'à Marseille. Et donc à Marseille, on est resté que la journée parce qu'on nous a fait envoyer tout de suite des télégrammes dans nos familles pour prévenir de notre arrivée. Et je ne savais pas si ma sœur et mon père étaient toujours vivants. Est-ce qu'ils avaient été arrêtés après? Je l'ignorais. Alors il se trouve que ce télégramme, je l'ai envoyé chez une amie d'enfance de ma mère qui était catholique, qui habitait rue Vieille du Temple dans le 4e. Et j'ai envoyé ce télégramme, et quand on est arrivé à Marseille, donc on a pris le train le soir même pour Paris, et là on n'est pas arrivé tout de suite, on nous a amenés à l'hôtel Lutetia, où il y avait les scouts, la Croix-Rouge qui nous attendait pour nous accueillir, on nous a ravitaillés, on nous a pris en photo, on nous a donné des vêtements, et de l'hôtel Lutetia, ils avaient réquisitionné des taxis pour nous rendre chez nous, si on voulait. Alors moi, je me suis rendu chez cet ami de ma mère, puisque comme je ne savais pas si mon père et ma sœur étaient toujours là, je me suis rendu rue Vieille du Temple avec ce taxi, et elle m'a dit, oui, oui, j'ai bien reçu ton télégramme. Elle a dit, ton père et ta sœur sont vivants, ils ont récupéré l'appartement qu'ils habitaient, et on va tout de suite les retrouver. Effectivement, on a repris le taxi, j'ai été retrouver mon père et ma sœur le 11 mai 45. Le 10 mai, on arrivait à Marseille. Le 11 mai, je retrouvais mon père et ma sœur. Alors mon père qui me dit, bon, maintenant, hey, maman, bah, j'ai dit, maman, tu sais, hein, ça m'étonnerait qu'on la retrouve. Je l'avais un peu expliqué. Il a été retourné, bien sûr. Et je dis, hey, Guy, c'était mon frère. Ben, je dis, quand je l'ai quitté, il était vivant, il va peut-être revenir. Je dis, je peux pas t'en dire plus. Il était vivant quand je l'ai quitté. Malheureusement, j'ai jamais su comment il est décédé et où. Alors je sais qu'ils avaient abandonné tous les malades à l'infirmerie, sans eau, sans nourriture et sans soins.
Et il y avait le typhus et la dysenterie qui se sont déclarés dans le camp. Et dans l'état où je l'ai quitté, qui lui dit c'était un squelette vivant, je me suis pas fait beaucoup d'illusions sur son sort après. Et est-ce que vous avez éprouvé de la haine vis-à-vis de... À la haine, justement, quand je vais témoigner dans les collèges, c'est souvent la question que me posent les élèves, est-ce que vous avez la haine des Allemands? Alors, c'est ce que je leur dis tous, j'ai la haine des nazis, pas des Allemands. Je dis dans les Allemands, je dis bien sûr, il y en a eu 95% qui ont suivi Hitler et qui se sont fait embobiner par la propagande nazie. Mais il y a eu aussi des Allemands qui étaient dans le camp, comme nous, des politiques, qui étaient des internés politiques. Il y en a qui étaient là depuis 1933, dès l'avènement d'Hitler, faut pas oublier. Alors bien sûr, eux, quand ils étaient pas juifs, la plupart, ils recevaient du courrier, des colis aussi. Hein. Mais c'est pour ça qu'ils pouvaient tenir si longtemps. Mais la haine, c'est pour les nazis, hein, c'est pas pour les Allemands. Je leur dis à chaque fois, dans tous les peuples, il y a des gens bien, puis il y a des salauds. Hein, et c'est comme ça qu'il faut juger les gens. Je dis, aux élèves, je leur dis toujours, hein, jugez jamais les gens en fonction de la couleur de la peau, de la religion, ou les opinions politiques ou autres. On juge les gens par rapport à l'homme. S'il est bien, il est bien. Si c'est un salaud, c'est un salaud. J'ai la preuve. Moi, j'ai reçu autant de coups de matraque et de gifles de la part de SS que de la part de capots juifs au camp. Hein, et c'est même un juif qui est venu m'arrêter avec ma mère aussi, avec un gars de la Gestapo. J'ai dit, bon, c'était des salauds, tout simplement. Et ils n'ont pas fait ça parce qu'ils sont juifs, c'est parce que ce sont des salauds, tout simplement. C'est comme ça que je leur donne ma version. Et ma foi, j'espère qu'ils en tiennent compte, parce que... Et les Polonais, pareil? Alors les Polonais, bon... Est-ce qu'ils étaient sincères aussi? Enfin, de toute façon, quand j'étais libéré, figuralement, j'ai eu l'occasion, avec tous les Allemands civils qui étaient réquisitionnés, j'ai eu l'occasion de discuter avec eux. Ils étaient tous anti-hitlériens. Il n'y avait plus un seul nazi. Alors ça, j'en doute un petit peu quand même. Hein, parce qu'il y avait même aussi des officiers prisonniers qui étaient là, des officiers nazis, eux aussi ils étaient anti-nazis. Oh, il y en a qui me disaient, oui, qu'il avait une grosse entreprise à Ludwigshafen, et puis tout a été bombardé, sa famille a été tuée dans les bombardements, alors Hitler l'a mené à la ruine. Alors il était peut-être bien temps, peut-être qu'il était sincère maintenant qu'il avait plus sa famille, c'est possible. Mais enfin, je vous dis, il n'y avait plus un seul... ils étaient tous anti-hitlériens. Anti-nazi. Alors voilà, ça c'était... Alors les Polonais, est-ce que c'était sincère ou autre? Je pense quand même, quoique je les ai vus quand les troupes soviétiques, 2 jours avant qu'ils arrivent, ils avaient une commode, mais ils avaient tiré du tiroir d'une commode un portrait d'Hitler qu'ils ont brûlé. Vous voyez? Alors est-ce qu'on les forçait à afficher? Ils ne l'avaient pas affiché, hein, il était dans le tiroir quand même de la commode. Alors, est-ce qu'on les avait forcés à mettre un portrait d'Hitler? J'en sais rien. Je leur ai pas posé la question. Hein. Et comment vous parliez avec tous ces gens-là? Vous parliez Alors, au départ, c'était un peu difficile. On parle avec des gestes. En allemand, j'essayais, parce qu'au camp, on parlait que l'allemand, on me parlait qu'en allemand. J'ai réussi à avoir pas mal de notions d'allemand. J'arrivais à me faire comprendre, et puis à comprendre quand même aussi un peu, pas tous les termes, mais j'arrivais, et avec des gestes, on arrive toujours à... Quand on n'est pas même après les troupes soviétiques, je ne savais pas parler un mot de russe, les troupes soviétiques, dans les soviétiques, il n'y en avait pas beaucoup qui savaient parler français, quelques-uns un peu d'anglais et un peu l'allemand, mais très peu. Et au départ aussi, avec des gestes, on arrivait à se comprendre, puis après je me faisais comprendre et j'arrivais à me faire comprendre aussi. Et vos parents ont toujours vécu en France? Ah oui, mes parents, ma mère est arrivée en France, elle était toute petite puisqu'elle allait encore à l'école communale à Paris quand elle est arrivée. Donc elle avait 5 ans, 6 ans, je me souviens plus exactement. Et mon père était un petit peu plus âgé, mais il était aussi très jeune quand il est arrivé. D'où? Ils sont originaires d'où? Alors mon père est originaire de Varsovie, de Pologne, mais c'était la Russie à l'époque, il était né en 1889. Et en cette année-là, c'était la Russie, hein, quoi. Et alors ma mère est d'origine roumaine, elle était de Jassy, on appelle Iași maintenant. Alors elle est arrivée toute petite, ici d'ailleurs, elle veut dire, l'amie de mon enfance de ma mère, elles étaient ensemble à l'école, c'est pour ça, à Paris, hein, quand elle est arrivée.
Et quand vous êtes rentré par l'hôtel Lutetia, est-ce que vous avez senti de la pitié ou... Oui, il y avait quand même de la compassion de la part de les femmes de la Croix-Rouge ou des scouts et tout ça qui nous accueillaient. Parce qu'il y avait quand même, les médias avaient quand même parlé du sort qu'on a eu pendant les camps. Hein. C'était assez récent, mais alors effectivement, on a été très bien reçus hein, de ce côté-là. Et il y avait quand même de l'antisémitisme ou pas? Alors, l'antisémitisme, non. Après être revenu, Oui. il devait y en avoir certainement. Moi, j'en ai pas subi les séquelles. Hein. Jamais on m'a fait de réflexion là-dessus. Les antisémites, il y en a toujours eu, hein, avant la guerre, pendant la guerre et après la guerre. Ça, il y en a toujours, hein, des antisémites. Il y a des Le Pen, il y a des Gollnisch, et le Maigret et compagnie, et puis tous ceux qui les suivent, hein, c'est sûr qu'ils peuvent être antisémites, hein, c'est sûr. Et est-ce que vous avez parlé de tout ce qui vous était arrivé Au début, on essayait de parler, oui, parce que j'avais des camarades qui me posaient des questions, comment que c'était et tout ça. On ne voulait pas nous croire, tout le monde disait oh, tu baratines, tu serais mort, c'est pas possible. Et je dis moi-même, je me demande comment je m'en suis sorti, et je suis pas mort puisque tu me vois maintenant. J'avais même des anecdotes que je vous ai pas citées tout à l'heure, que je peux vous citer maintenant. C'est que des fois, c'est pas arrivé souvent, mais tous les 2 mois, peut-être, ou 1 mois et demi, 2 mois, fallait qu'on aille aux douches. On nous réveillait à n'importe quelle heure de la nuit pour aller aux douches. Alors, on nous réveillait à coups de matraque, comme ça, de notre lit. Il fallait qu'on sorte, il fallait qu'on se déshabille dans la baraque. On gardait juste ces fameuses chaussures à semelle de bois. Et la douche, alors moi, mon bloc, il était à peu près peut-être 100, 150 mètres de la baraque des douches. Il y en a qui étaient plus près, il y en a qui étaient plus loin. Et tout nu, il fallait qu'on aille jusqu'à la baraque. La douche, l'eau qui sortait était soit chaude, brûlante, soit glacée. On n'avait ni savon ni serviette. Et on retournait après à la baraque, tout mouillé. On retournait à la baraque. Et qu'est-ce qu'on voyait? Les fenêtres et les portes grandes ouvertes. Ils avaient envoyé tout en pyjama, les couvertures et les paillasses à la désinfection. Et on nous rendait tout ça à 5 heures du matin pour aller au travail. Et vous voyez, on restait comme ça, dans les courants d'air, avec les températures, je vous dis, l'hiver surtout, l'été ça passait. Et on a tenu le coup, je sais pas comment, je me pose toujours la question. Et souvent je me sens un peu coupable, je dis pourquoi moi et pas mon frère, pourquoi je suis revenu. Ça c'est quelque chose qui me reste toujours, je me sens coupable encore. Et donc après votre retour, vous êtes mis à travailler ou... Alors après mon retour, pas tout de suite, la première année j'ai loupé mon année je suis retourné, j'ai refait 1 an de lycée, mais l'année d'après finalement, en 46, de l'année 46-47, j'ai fait 1 an de lycée, et ma foi, je me suis retrouvé avec des élèves qui avaient 2 ans de moins que moi, et 2 ans de moins dans des classes qui étaient 2 ans en dessous également, et j'avais plus la tête aux études, j'arrivais pas à me concentrer. Je me sentais terriblement complexé, et j'ai arrêté au bout d'1 an, j'ai fait 1 an de lycée, et je me suis après converti, j'ai fait un stage de dessinateur industriel accéléré, et je suis devenu dessinateur industriel, et après je suis rentré dans une maison, je suis rentré à l'Air Liquide, après comme dessinateur industriel, enfin j'ai fait plusieurs maisons après bien sûr. Alors au départ, pour se réinsérer, ça a été assez dur, hein, c'est vrai que je suis rentré d'abord au bout de 4 ans que j'ai été à l'Air Liquide, il y avait une visite médicale qui avait été faite, parce que c'est la visite annuelle pour tout le monde. Puis ils sont aperçus que j'avais une lésion pulmonaire, une tache au poumon. On m'a dit de rester, et puis après finalement ils m'ont envoyé m'ont fait faire des radios. Et finalement j'ai fait 6 mois de sana, je suis parti en sanatorium. Et après quand je suis revenu, alors je suis resté encore 2 ans et demi à l'Air Liquide, quoi, puis après j'ai quitté la maison. Et vous avez fait quoi? Ah ben j'ai fait d'autres maisons comme ça, comme dessinateur dans les bureaux d'études. Hein. Je suis rentré chez Moto Bécane après, j'ai fait moi de la maison. Et quand est-ce que vous êtes retourné à Auschwitz? Pardon. Retourné à Auschwitz. Alors je suis retourné à Auschwitz pour le 50e anniversaire, donc en 95.
En 1995, c'était au bout de 50 ans, je suis retourné. D'ailleurs, avant, je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de voyages, c'est à partir de ce moment-là que ça s'est développé surtout. Et même les témoignages, parce que je témoigne régulièrement dans les collèges et lycées, et c'est à partir de ce moment-là que ça qu'on commençait à témoigner d'ailleurs devant les élèves. Vous en avez parlé avec vos enfants quand même? Ah, j'en ai parlé, pas tout de suite non plus, mais enfin, parce qu'ils étaient quand même assez jeunes au départ. Hein, j'ai attendu qu'ils soient en âge de comprendre quand même. Je me suis marié en 52, hein. Je me suis marié en 52, j'ai eu mon fils en 58 et une fille en 62. Et vous leur en avez parlé à quel âge? Oh, et quand ils avaient 12-15 ans, à peu près 14-15 ans. Hein. J'ai attendu un peu, je voulais pas les choquer non plus pour tout ce qui se passait parce que ça aurait pu les troubler un peu. Alors, mon fils surtout s'est très impliqué dans tout ce que je lui ai dit. D'ailleurs, maintenant, il est président des Amis de la Fondation pour la mémoire de la déportation sur toute la Seine-Saint-Denis. Il s'implique beaucoup dans ce problème. Et finalement, quel est votre souvenir le plus pénible? Le moment le plus pénible au camp, bon, le plus pénible déjà, c'est quand j'ai quitté ma mère, parce que je savais que je la reverrais pas. Quand à l'arrivée, le premier jour de l'arrivée à Birkenau, ça a été vraiment un gros choc. Et après, mon plus pénible, c'était pénible tous les jours, hein, le plus pénible, que vous dire. Quand j'ai assisté surtout, oui, à ces bastonnades, hein, les gars qui recevaient 25 coups de matraque, c'était pire encore que de voir une pendaison. Hein, le gars, quand vous voyez le sang qui giclait de partout, c'était quelque chose d'affreux. Et ça, je le répète pas toujours parce que ça risque de choquer les gens. Je donne pas de détails. Hein. Vous donnez pas de détails parce que vous voulez ménager les gens? Oui, un peu, parce que, figurez-vous que, vous savez, la ville de Montreuil, où j'habite, organise souvent, celle qui organise aussi des témoignages avec le Conseil général. Et il s'est trouvé que la ville de Montreuil a organisé un témoignage avec des maternelles à Montreuil, sur la ville de Montreuil. Et j'avais très bien préparé par les institutrices, il faut dire. Mais écoutez, les questions qu'on posait des gosses de 3 et 4 ans, c'était extraordinaire. Extraordinaire, plus intelligent que des gosses de 14 ans. Et parce qu'après nos témoignages, leurs institutrices leur ont fait faire des dessins pour voir ce qu'ils ont retenu de ce qu'on leur a raconté. Ils m'ont envoyé d'ailleurs après les photos de ces dessins, je les ai chez moi. C'est extraordinaire, faut voir, ils en représentent les fils de fer barbelés, les miradors, j'aurais expliqué qu'il y avait des tours de guet, tout ça. Ils ont tout mis sur papier en dessin, c'est extraordinaire. Et j'ai trouvé ça génial. Hein. Et ce qui prouve que des gosses comme ça, alors bien sûr, on peut pas faire les mêmes témoignages qu'on fait à des gosses de 14 ans et à des adultes, hein, c'est sûr. On passe beaucoup de détails, hein, mais on leur explique certains détails pour pas les choquer, bien sûr. Mais avec ce qu'on leur a raconté, ils ont tout compris. Ils ont tout compris. C'est quelque chose de formidable. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Pardon. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Oh non, une anecdote encore que j'ai oublié de vous citer. Le 24 décembre 1944, on est rentré du travail le midi. C'est un samedi. Je sais pas si c'était un samedi d'ailleurs, mais enfin on est rentré le midi. C'était le 24 décembre. Et on nous a mis sur la place d'appel comme d'habitude. Et qu'est-ce qu'on voit sur la place d'appel? Il y avait 4 grands sapins, tout décorés. Et devant chaque sapin, il y avait une potence. Et ce jour-là, ils ont pendu 4 gars devant les sapins, tout décorés. Et il y avait l'orchestre qui jouait des marches militaires, des polkas devant les pendus. C'est pour vous dire l'état de sadisme où poussait le sadisme du nazisme. C'est quelque chose de terrible. Alors, vous voyez, c'est encore une anecdote que j'ai oublié de vous citer, mais voilà. Ben, le restant, justement, quand je vais témoigner dans les élèves, c'est surtout qu'ils luttent pour la paix. Hein.
Et la façon de lutter pour la paix, je leur dis, c'est de lutter contre le racisme, contre l'antisémitisme, contre la xénophobie, et qu'ils ne doivent pas juger les gens en fonction de leur tête ou de leur religion ou de la couleur de la peau, ou en fonction de l'être humain. Si c'est un homme, un être humain qui est bien, il est bien. Si c'est un salaud, quel qu'il soit. Je leur ai dit, actuellement, depuis la libération, il y a pratiquement tous les ans des guerres, des massacres qui se produisent. Hein, et souvent, c'est des massacres pour des questions ethniques, hein, des questions de peau et tout ça. J'ai dit, c'est inadmissible, il faut pas que ça se reproduise. Et je leur dis toujours, un jour, rien ne dit qu'il n'y aura pas un autre dictateur qui vienne et qui recommence sous une autre forme, bien sûr. Les événements se répètent jamais de la même façon, hein, mais il peut sous une façon variée. Il peut recommencer à un autre massacre d'une autre façon. Et je leur dis toujours, vous pourriez vous-même en être les victimes. Et c'est pour ça qu'il faut jamais laisser passer le racisme et lutter pour la paix. C'est ce que je leur dis à chaque fois. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire. Maintenant, je ne vois plus tellement de détails à vous citer, à moins qu'il y en ait un qui me revienne comme ça, parce que c'est souvent quand je reviens chez moi, je dis tiens, j'aurais pu dire ça également, mais... Est-ce que vous avez foi en l'humanité ou pas? J'ai foi à moitié. À moitié, quand on voit tout ce qui se passe, c'est vraiment... On se dit le siècle civilisé, le 21e siècle, et quand on voit ce qui se passe, la guerre israélien, palestinien, franchement, c'est lamentable, c'est lamentable, c'est lamentable. Et c'est quelque chose que... Il y a du racisme des deux côtés, c'est ça qui est... Il y a du fanatisme des deux côtés surtout. Et le fanatisme, ça mène au racisme finalement, et c'est intolérable, c'est intolérable. Alors, le fanatisme hein, des deux côtés, aussi bien du côté israélien que du côté palestinien, il y en a toujours des ultras, hein, il y en a toujours eu d'ailleurs. Ma foi, faut espérer qu'il y aura quelqu'un d'assez fort pour pouvoir arrêter ça, mais malheureusement, faut les neutraliser surtout. Et vous ne pensez pas qu'il y a une forme de sadisme qui est spécifique au nazisme? Une forme de... Vous ne pensez pas qu'il y a une forme de sadisme qui est propre au nazisme? Ah, absolument, bien sûr. Ce n'est que du sadisme d'ailleurs, ce n'est que du sadisme. Le nazisme, tout ce qu'on a tout ce qu'on a vécu, les orchestres qui allaient travailler sont des orchestres, les bastonnades, et tout ça, c'est le nazisme, c'était tous les jours du sadisme, tous les jours. On partait le matin, on savait pas si on allait revenir le soir, hein, c'était quelque chose on se posait même plus la question, après on savait qu'on n'allait pas revenir, on se disait bon, on reste là. Et le nazisme est justement celui qui fait des massacres comme ça, où ils se rendent même pas compte, j'ai l'impression, je ne sais même pas s'ils s'en rendent compte du sadisme qu'ils peuvent avoir. C'est vraiment des êtres déréglés à mon avis. Hein. Je pense que ça doit se soigner, hein, parce que c'est vraiment... On appelle ça des êtres humains, mais ce ne sont pas des êtres humains. Moi, je préfère largement certains animaux, hein, certains êtres qui se disent humains. Vous voyez, ouais, chez moi, j'ai un petit chat et il m'apporte beaucoup plus d'amour que certains êtres humains. Merci. Je vous en prie.